vous parlez de- du président Bahati Lokoebo. Vous voulez qu'il prenne les armes pour aller se battre? Mais c'est lui qui a écrit Innocent. Il a déjà donné lui-même la réponse, non? Maintenant, on Il a, dit, on a besoin il n'y a pas de quota. de la proposition de tous, Non, il n'y a pas de surtout ceux quota. qui sont aux affaires. Il n'y a pas de quota militaire à l'Union sacrée. Il y a un corps qui a été mis en place. Mais il est chef d'un parti politique, il peut donner l'ordre à ses militants d'adhérer même à l'armée, comme le fait Jean-Pierre Bemba. Il est fait en quelle qualité? Non. Ne descendez pas comme ça. Jean-Pierre le fait. Coup de chapeau à Jean-Pierre. C'est vrai que chacun a son plan, chacun a son temps. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'il ne faut pas venimer la situation pour opposer les uns les autres. Parce que vraiment, quand on dit comme ça, le président de la République a besoin de tous ces gens-là pour animer la dynamique qu'il a mise en place. Si, à un moment donné, on fait tout pour qu'il puisse déconsidérer tel, en faisant, par exemple, de telles machinations, ce n'est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire Norbert Yamba qui a crise au sein de l'Union sacrée ou traîtrise de la part de certains ténors? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas et c'est dommage. Des gens qui, à un moment donné, ont accepté de pouvoir guider la République ensemble. Qui, à des moments difficiles, s'écartent. Mais à un moment de bonheur, ils sont là justement dans une euphorie de jouissance. Ça, c'est pas normal. C'est le reproche qu'on adresse souvent, nous les Congolais, que nous sommes trop mercantilistes, nous sommes trop matérialistes, mais nous jouons de l'imposture pour arriver à tel ou tel avantage. Même quelqu'un qui n'accepte pas dans son cœur. Et à l'Union sacrée, ils sont légion. Mais il y a aussi des gens qui font du bruit qui ne sont pas avec nous. Totikala, Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moussika, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Après l'appel au dialogue ou à la cohésion nationale initié par les églises catholiques et protestantes, initiative dont le chef de l'État a positivement jugé la portée, les cartes semblent se redéfinir autrement sur le plan politique, diplomatique et même militaire. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans quelques minutes. Merci de nous retrouver. Vous êtes sur Politikon, la force du détail en ce mercredi 12 février 2025. Merci de votre fidélité que vous ne cessez de renouveler ces canaux par excellence. Vous faites bien de nous choisir parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons revenir avec beaucoup de détails. Est-ce qu'il nous faut une intelligence nouvelle pour sortir de l'auberge? La situation est critique depuis quelques semaines. Nous en parlons. La ville de Goma, qui est passée sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, continue à imposer leur régime. Qu'attend Kinshasa pour récupérer tout ce territoire contrôlé désormais par les rebelles ou par les agresseurs? Par quelle voie faut-il justement passer la formule de Kinshasa pour que la situation revienne
à la normale dans toutes ces régions en proie à l'activisme de groupes armés dont l'Alliance Fleuve Congo et les M23. Pour en parler, nous avons opéré le choix sur Norbert Yamba Yamba Chikou. Merci d'être venu. C'est une première depuis 2025. Comment allez-vous? Merci pour l'invitation. Je pense qu'on a des difficultés aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je vais bien, même si physiquement je suis là. Mais le fait que notre pays soit attaqué, le fait que nous sommes en train de traverser des moments très très difficiles, le fait que nous sommes entrés en pleine zone de turbulence, on ne peut pas, lorsqu'on est patriote, se sentir à l'aise. Raison pour laquelle, même il pleuvait, j'ai accepté votre invitation pour que je puisse, dans la mesure du possible, apporter ma petite contribution au dégonflement de cette situation. Voilà pourquoi je suis là. C'est-à-dire, vous comprenez bien l'urgence de réagir hic et nunc. Tout à fait. Nous n'avons pas les armes entre nos mains. Il y a des gens qui sont destinés à avoir les armes et à combattre avec les armes. Mais nous, on est politique et on adhère à une vision de notre parti politique, mais on apporte des éléments d'avantage additionnels qui permettent de consolider la conviction de tout un chacun et de voir dans quelle mesure nous puissions véritablement nous en sortir sans créer davantage de dégâts sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes fier de votre appartenance politique. Est-ce que cette appartenance politique ou l'idéologie va au-delà de l'appartenance politique ou l'inverse? Je vous vois, vous avez mis la toque. Vous avez préféré la toque au Mouniéré. Qu'est-ce qui se passe? Non. Quelle est la symbolique c'est pas de une cette question... toque que vous portez? Non, ce n'est pas une question de choix. Le Mouniéré, c'est un symbole qui était utilisé par notre président, le président Tshisekedi, qui du reste, de temps en temps, on peut le porter. Mais ça, c'était utilisé par le président. Et c'est facultatif, en fait. Ok. Mais au moins, on reconnaît quelqu'un qui... Ce n'est pas un choix qu'on vous impose. Ce n'est pas un choix imposé. Mais de tout le temps, j'ai toujours porté les Mouniéré, ça c'est évident. Mais au-delà de mon appartenance politique, j'ai une vision fondamentalement panafricaine. Et la révalorisation de valeurs africaines. Les chapeaux que vous voyez, c'est juste un symbole aussi de nos valeurs. Comment nos chefs coutumiers portaient, comment nos ancêtres portaient, etc. Donc, il n'y a pas un problème de différenciation, un problème de confrontation. Il s'agit tout simplement d'un symbole. Je peux porter les Mouniéré, je fais allusion à l'histoire de mon parti au travers son président. Si je porte ce que vous voyez là, c'est essentiellement pour aussi honorer nos ancêtres, parce que nous sommes en situation où nous avons besoin de forces additionnelles pour que nous puissions nous en sortir. Et les forces additionnelles, c'est justement incarné par des gens que Dieu a remis cet espace, lequel espace nous sommes appelés à être combattus, etc. Et nous avons intérêt, aujourd'hui, comme un seul homme, de pouvoir les honorer et éventuellement chercher une force additionnelle qui nous permette véritablement de récupérer notre pays. Est-ce que votre idéologie va au-delà de l'appartenance politique qui est la vôtre? Parce qu'on vous voit de plus en plus avoir une autre ligne philosophique. Vous êtes dans la vision panafricaine. Est-ce que ça ne vous met pas par moment en conflit avec les valeurs de votre parti politique? Non, mais le président lui-même, le président Tshisekedi Félix, c'est un panafricain. Et puis nos pères fondateurs étaient des panafricains. Il n'a jamais confessé au effort. Non. De tout le temps. Mais croyez-moi, à un certain niveau de responsabilité, il y a des choses qu'il faut dire si ça vous amène à quelque chose. Et il y a des choses qu'il faut vivre et toutes les contestations. Et la situation que nous vivons aujourd'hui,
c'est en partie cette appartenance à la vision panafricaine qui voudrait que l'on puisse défendre les intérêts de la République, qui voudrait que l'on puisse protéger la population, qui voudrait que l'on puisse justement bénéficier par excellence les ressources du pays et que les Congolais soient véritablement les vrais bénéficiaires. Et ça, c'est un combat qu'il mène sans parler que voilà, je suis panafricain à longueur de journée. Oui, donc l'UDPS est fondamentalement panafricain. Voilà, merci beaucoup. Nous allons entrer dans le vif de l'émission. À beaucoup de points que nous avons arrêtés pour aujourd'hui. On va parler de la problématique dans l'est du pays. Pourquoi que cette persistance, la guerre n'a fait que trop durer depuis 30 ans, depuis l'arrivée de Kagame au pouvoir en 1994. Il y a eu le première menace, mais pour certains, le menace ou le plan de balkanisation remonte depuis bien longtemps. On va essayer de comprendre avec vous. D'abord, revenons un peu pour parler du sommet conjoint SADC et EAC qui s'est tenu le samedi dernier à Dar es Salaam. Nous sommes en Tanzanie. Est-ce que les résolutions de ce sommet conjoint SADC et EAC peuvent-elles ramener la paix à l'Est? Bon, toute initiative est toujours nécessaire pour que finalement on puisse véritablement faire avancer les lignes. Ça va de soi. Et chaque raconte a ses avantages et ses désavantages. Mais le sommet de Dar es Salaam m'a laissé un peu perplexe. Je suis très heureux qu'à l'intérieur de la SADC, il y a des pays qui ils sont avec nous, comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie, Malawi, beaucoup d'autres pays en fait, etc. Mais mutandis, pour le pays des États de l'Afrique de l'Est. Mais curieusement, il y a eu une sorte de consensus entre les deux compartiments. Et de tout le temps, nous avons pensé que cette guerre est toujours permanente et récurrente. Où l'on voit une série, le défilé de forces combattantes qui créent la rébellion, qui entrent dans les institutions, qui sont intégrées dans l'armée. Et de temps en temps, il y a toujours un solde qui attend pour s'intégrer, etc. Et vous n'avez pas tort lorsque vous parlez de la balkanisation, parce que quelqu'un disait, depuis au début des années 90, qu'il y a un autre schéma qui se dessine. J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Abdoulaye Wade du Sénégal, Tidjane Gabio, qui disait qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont dans le viseur de la fameuse communauté internationale qui a été en 1885 et qui nous a divisés sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et donc, on veut rééditer l'exploit en choisissant un certain nombre de pays africains. Et ces pays-là devront être saucissonnés. Le Congo-Kinshasa, en tout cas, c'est 5 États qu'on envisage. Mutandis, pour le Mali, le Nigeria, etc. Il y en a même ceux qui disent... Et ces plans est en marche? C'est en marche. Les différentes rébellions, les poches de résistance, d'insécurité, compagnie, etc. C'est une stratégie flagrante de saucissonnement. Vous voyez, l'émergence des rebelles, l'émergence des forces islamistes, compagnie, etc. Tout cela faisant combine montre très clairement qu'on est dans un processus. Donc toutes ces rébellions qui naissent parfois comme des champignons sont alimentées par le vouloir de saucissonner les pays africains ou encore refaire Berlin 2. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi le sentiment de la mauvaise gouvernance de certains États africains?
Bon, depuis 60, depuis les indépendances, les Africains n'ont pas encore construit une dynamique autour de l'intelligence institutionnelle. Ça veut dire une gouvernance qui permette de sécuriser les frontières, une gouvernance qui permette d'avoir une main dissuasive, une gouvernance qui permette d'équiper et de requinquer les dispositifs de défense et de protection de la République. Ça, c'est général. Depuis 1960, on a constaté ainsi. Et c'est comme ça que le terrain devient très fertile, ou même de graines pourries germent bien. Surtout avec les appétits gloutons de cette fameuse puissance d'argent qui, aujourd'hui, est animée par des multinationales. Et ces multinationales qui deviennent plus puissantes que les États. Vous ne pouvez pas vous imaginer que... Il y a même des hommes très puissants que certains États. Bien entendu. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un comme Elon Musk, il a 421 milliards de dollars seul. Quand vous prenez, par exemple, Amazon... C'est plus que le budget de l'État français. Bien entendu, parce que l'État français a 3 000 milliards. 3 000 milliards. Mais lui, il est à 5 000 milliards. 5 000 milliards. Vous imaginez des chiffres d'affaires. Et l'État français a 3 000 milliards de PIB. Et pourtant, il a 3 000 milliards également de dettes. C'est que ces milliardaires-là sont plus puissants que les États. C'est comme ça qu'ils sont très influents par rapport à leurs pays respectifs, très influents par rapport aux opinions de la communauté internationale, très influents par rapport au rapport de force à travers le monde, où lorsqu'on identifie tel ou tel pays qui a des ressources potentielles, etc., dont ils ont besoin, surtout à cette période de transition énergétique, ben écoute, ils ont la possibilité de le faire. Le Congo-Kinshasa, c'est 66 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Est-ce que le Congo-Kinshasa a pleinement conscience de tous ces enjeux? Quand vous parlez par exemple de la transition énergétique, est-ce que nous en prenons conscience et nous nous préparons par rapport à tous ces défis que nous devons relever en tant que pays? Mais pourquoi nous faisons cette émission? De la même manière que nous pensons de faire cette émission, eh bien voilà, beaucoup d'autres réfléchissent. Et aujourd'hui, nous avons une école de hautes études de stratégie, sécurité et défense installée à Kinshasa par le Congo, même si beaucoup d'autres pays africains en profitent. Vous voyez, c'est que quelque part, nous sommes conscients de cet état des choses, mais ça ne suffit pas. Et une conscience évaluée à combien de degrés, à combien de pourcentage? Articuler les modalités pratiques dans les institutions, dans la gouvernance, dans cette intelligence, dans l'intelligence des institutions. Et ça, c'est un processus. Ça ne se fait pas de manière mathématique ou mécanique. Il faut y aller. Mais encore qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont la capacité d'animation, la maîtrise de ces différentes compétences et qui doivent véritablement consolider la vision et la direction de la République. Donc, on a conscience, certainement, je ne sais pas à quel degré, on a des hommes qui sont formés, parce que quand vous regardez dans les rangs de nos militaires, etc., beaucoup ont été dans des académies militaires, beaucoup ont été dans des écoles de hautes études, etc. Voilà, donc nous croyons que nous sommes en train de poser un premier pas, même si nous avons été court-circuités, vous savez. C'est pas facile d'être le Congo, vous savez. Aujourd'hui, nous avons des terres rares. 17 minéraux dont on ne connaît pas, parce qu'en réalité, nous avons tendance à dire, mais nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons le lithium, etc. Ça sert pour les batteries électriques, etc. Mais en dehors de ces minéraux-là, nous avons les terres rares. Aujourd'hui, l'identification qui a été déjà faite au début des années 60 montre que nous sommes à 17. Et aujourd'hui, celui qui, visiblement, devient une puissance mondiale potentielle par rapport à cette question, c'est la Chine, 37%. Or, nous avons ça. Nous avons ça. C'est que nous sommes une puissance géopolitique, géostratégique. Encore qu'il faut prendre conscience de tout ça et que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que finalement nous puissions avancer. Voilà. Mais quand cela ne tienne, croyez-moi,
étant donné ce que nous avons en termes de richesse, un tiers des richesses africaines sont au Congo. Et 70% de la production, par exemple, de cobalt, c'est le Congo. 80% des réserves de coltan, c'est le Congo. Toutes ces richesses, voilà, ces ressources naturelles aujourd'hui nous attirent nous attirent grand malheur. De malheur. Mais il y a moyen de jouer. Il y a moyen de jouer pour s'en sortir. Et beaucoup de gens, quand ils arrivent à la télé ou quand ils font des déclarations, la tendance générale, c'est de dresser leur cou, leur boulet rouge vers le président de la République. C'est comme si mauvaise gouvernance, c'est comme si mauvaise politique. Il est responsable d'une manière ou d'une autre c'est comme si, de la situation actuelle. Mais écoutez, mais il faut bien analyser la situation. La tendance générale, c'est de dire, bon, le Rwanda nous agresse. Oui, le Rwanda est là. Mais le Rwanda n'est qu'un sous-traitant. Le Rwanda, c'est le commissionnaire. Le Rwanda, c'est le courtier. La guerre de l'Est, sa persistance relève véritablement de la convergence d'intérêts. Une convergence d'intérêts entre les firmes multinationales qui aujourd'hui deviennent plus puissantes que les États. Aujourd'hui, en dehors des États-Unis, suivi de la Chine, le reste, GAFA, ce sont les puissances multinationales américaines qui deviennent plus puissantes que tous les États du monde. Vous voyez ce que cela représente? Donc, et ce sont ces multinationales qui ont besoin de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la puissance de chaque pays, aujourd'hui, c'est l'économie de la connaissance. C'est l'ère quaternaire. C'est-à-dire le numérique, la révolution numérique ou digitalisée. Et cette révolution numérique est animée par des minerais stratégiques dont nous disposons, pour lesquels nous n'avons pas des industries de transformation. Et toutes ces puissances viennent profiter chez nous. Alors il faudra une nouvelle intelligence pour créer un cadre pour pouvoir permettre à ce que le pays retombe sur ses jambes et que ses ressources puissent enfin nous profiter. Alors, on va évoquer la responsabilité des uns des autres dans la situation qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'il est important d'établir les responsabilités, qui a fait quoi, quand, pourquoi et comment, pour trouver le moyen de sortir de cette impasse. Alors, il y a eu des démarches. Depuis que Goma est sous contrôle de l'ennemi, les pères spirituels ont fait appel au dialogue, au mieux à la cohésion nationale qui passe indubitablement par un dialogue. En même temps, au niveau de la sous-région, il y a eu un sommet qui s'est tenu samedi dernier, l'EAC SADC. Il y a eu des résolutions qui ont été pondues et qui obligent la RDC aujourd'hui à discuter avec le M23. Allez, par rapport à toutes ces initiatives, Norbert Yamba, question directe, est-ce que nous faisons du surplace ou nous avançons? Monsieur le journaliste, je voudrais que nous puissions aborder ces questions sans agitation. Je suis en train de suivre les hommes politiques, les amis de la société civile, prenant position par rapport à toutes ces questions. Nous voulons construire une démocratie dans notre pays et nous avons intérêt de donner la possibilité à chaque initiative de se mouvoir. Mais pour qu'une initiative soit considérée pertinente, elle doit prouver qu'elle est dans un processus de restaurer la République. Et pour qu'elle soit en mesure de prouver cela, il faudrait que les termes de référence soient élaborés. Les termes de référence supposent que pour cette guerre qui persiste, qui devient permanente, presque endémique à l'est du pays, nous faisons quoi pour nous en sortir? Voilà, pour les uns, faisons le dialogue. Mais le dialogue est pour quoi faire? Qui sont les acteurs de ce dialogue? Quel est l'objectif à atteindre? Est-ce que cela n'a jamais eu lieu? Si ça a eu lieu, pourquoi ça paraît ici? Qu'est-ce qui reste à faire?
Ça, c'est la personne qui prend l'initiative de proposer un dialogue, qui élabore les thèmes de référence. Mais parce qu'il n'est pas appelé à commander les gens ou à s'imposer sur les gens, et donc c'est lui qui prend ces thèmes de référence, les distribue auprès des différents acteurs potentiels par rapport à ce qu'il propose. Par exemple, comme je vois, les églises catholiques et protestantes, ils doivent avoir les thèmes de référence. Et pour avoir les thèmes de référence, au lieu de faire la ronde, ils produisent, ils remettent. Par exemple, au président de la République, qui a son équipe, qui doit travailler, aux différents partis politiques, aux regroupements politiques, à l'opposition, par exemple, différentes, dans la diversité, opposition bien entendu, etc. Et les gens analysent à travers les équipes pour voir qu'est-ce qui a été proposé, est-ce que c'est en concordance avec la réalité. Pour vous, c'est une démarche crédible ou non crédible? Mais qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui n'est pas crédible? La crédibilité ressort justement de l'analyse que nous allons faire, une analyse non émotionnelle. C'est comme pour vous dire, vous journalistes, vous pouvez aussi proposer quelque chose. Pourquoi pas? Les opérateurs politiques peuvent les proposer, comme à un moment donné Fayoulou l'a proposé. Les opérateurs économiques peuvent le faire. La société civile de manière générale peuvent le faire. Le grand malheur, c'est qu'on ne veut pas écouter. Quand quelqu'un dit « voilà ce que je voudrais », sans avoir établi le terme de référence qui permet d'expliciter la situation, tout le monde tire des boulets rouges. Mais dans toute démarche, il y a toujours le premier qui en prend l'initiative. Est-ce que dans le contexte qui est le nôtre, il revenait au père spirituel d'avoir le terme de référence ou d'abord de discuter de cette question avec toutes les parties prenantes, savoir ce qu'ils en pensent et peut-être après élaborer les termes de référence selon les aspirations de tous les camps et de toutes les parties prenantes? Non. Cher Gédéon, c'est une question fondamentalement technique. Et la technique ne se négocie pas. En matière de résolution pacifique des conflits, on peut être chez soi, on observe quelque chose et on essaye de proposer le point de sortie. Et quand vous aurez terminé à établir un schéma opératoire, c'est à ce moment-là que vous venez avec votre paquet pour voir les acteurs concernés. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous vous proposons. Les églises catholiques et protestantes sont des églises, ce sont des privés qui sont partie prenante, bien entendu, à la performance du système congolais. Elles ont pris l'initiative et elles ne se sont pas cachées de cette initiative. Elles sont en train de faire la ronde de différents acteurs. Mais il ne faut pas les empêcher de prendre l'initiative. Il ne faut pas non plus rejeter l'initiative avant qu'on analyse. Mais il y a votre parti qui a d'ores et déjà rejeté en bloc l'initiative de père spirituel pour le parti présidentiel. On dénonce l'initiative narquoise de certains acteurs religieux dont les diverses prises de position n'ont jamais caché leur antipathie à l'endroit des institutions de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? La démocratie, disait Voltaire, c'est un droit au désaccord. Il n'y a pas de démocratie sans gestion des contradictions. Et l'esthétique et l'ambiance démocratique relèvent effectivement de ces différentes contradictions et de cette capacité de tout un chacun de gérer les émotions, d'aller à la rencontre, de se confronter les idées. Une dispute sur les mauvais idées. Quand on dit « nous ne sommes pas d'accord », oui, on peut le dire. Pourquoi ne pas être d'accord? Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision. Il y a l'IDPS qui dit on n'est pas d'accord avec ça. J'ai suivi les amis de l'ODEP avec Florent Mouteba. On n'est pas d'accord avec les dialogues. Ça, c'est le dialogue. Mais la solution, elle est complexe et complexifiante. Mais pourquoi on ne serait pas d'accord avec l'initiative de père spirituel, selon vous? Non, moi, je voudrais... À quel niveau ils ont failli ou quel est le péché dans ce qu'ils font comme démarche? Ils ont vu, ils ont rencontré les chefs de l'État.
Et après, il était le premier à les recevoir. Ils sont allés rencontrer vers d'autres personnalités. Ça veut dire que le chef de l'État aurait marqué son accord quant à cette initiative. Sinon, le père spirituel n'aurait pas continué si le chef de l'État semblait ne pas être c'est une initiative favorable. Privée. Elle n'est pas constitutionnelle. Mais cette initiative ne peut être possible que si le premier d'entre nous l'accepte. Oui, bien entendu, mais le premier, c'est un démocrate. Si dans l'hypothèse qu'il y a 10 acteurs et que 9 acceptent la procédure, le président se trouvera dans la triste obligation d'adhérer au processus parce que les Congolais qu'il est appelé à diriger ont pris l'option d'aller dans telle ou telle direction. Mais même il si a la c'est responsabilité de recadrer. en sa défaveur. Non, Parce que là, pas... l'ensemble de parties prenantes consultées estime que la solution passe par les départs de Félix Tshisekedi du Voilà, pouvoir. encore une émotion toxique. On fait la guerre, les Rwandais nous attaquent, les gens meurent, et les gens disent non. C'est Félix, il est coach, et il doit partir. Sans aucune analyse préliminaire. C'est ça le danger public que nous avons. De gérer et de participer à la gestion de contradictions avec des émotions. Comment, si dans l'hypothèse Félix s'en allait, mais hier c'était Laurent Kabila, il a été tué par la même filière. Raïs Kabila est arrivé et Raïs, son silence, qui est une arme légendaire, lui a permis véritablement de résister. Mais il a connu aussi des calvaires par rapport à ça. Aujourd'hui, le président Félix arrive, il trouve la situation. Alors maintenant, Kabila est parti, la situation a persisté. Le président Félix arrive, il met la réalité sur la table. Il y a une confrontation diplomatique et militaire, etc. Vous dites non, il faut arrêter. Faisons un dialogue, et c'est lui qui doit partir. Et qui va venir en fonction de quelles règles et quelle est l'offre politique qu'il présente. Oui, c'est tout ça, c'est manquer d'intelligence. Non, on ne devrait pas résumer le combat ou la solution à la crise sécuritaire à des individus. Non. La crise sécuritaire, c'est une crise qui relève, d'une faille des organes de protection et de défense. Alors maintenant, quand on fait l'analyse par rapport à cette question, parce que la priorité, lorsqu'il y a guerre, c'est qu'il faut que les militaires soient à mesure, véritablement, de relever le défi de dissuader. On l'a connu à un certain moment avec Mobutu, etc. Et pourquoi les militaires ne sont plus à mesure de dissuader? Et les gens disent, bien entendu, qu'il y a eu infiltration. L'histoire vous montre qu'on a commencé par l'AFDL. L'AFDL, il y a eu un solde de l'RCD. Après le RCD, il y a eu un solde le CNDP. Et le CNDP, il y a eu un solde, le M23. C'est une série. C'est tout un processus intelligent pour déstabiliser le pays. Et émergent d'autres forces négatives, ou ADF, Nalou, vous voyez, Ituri, un groupe terroriste. Il y a des groupes locaux, les groupes armés. Soutenus par notamment des fils du pays. Alors, vous savez, faites la cartographie de tous ces groupes, groupes armés. Vous allez trouver qu'ils sont localisés que là où il y a des sites miniers, des gisements miniers. Et ils ont la possibilité d'avoir les mines extraites de manière artisanale. Ils ont la possibilité d'être en contact avec les puissances d'argent qui sont des multinationales qui ont besoin véritablement de ces minerais stratégiques. Ils sont soutenus par les voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Le Rwanda sera toujours là, l'Ouganda, mais ils ont envie. Le Rwanda n'a que 26 000 km², avec 13 millions d'habitants. 100 fois moins que le Congo, s'il vous plaît. Plus petit que le Congo.
plus petit que Goma, 2 fois Goma. Vous voyez? Et donc, il est tout à fait normal qu'il puisse justement chercher à vivre. Vous savez, une étude qui a été faite, je lisais hier, le coltan. Parce que chez nous, c'est compliqué, il y a un système de corruption compagnie. Mais on exporte 13% de nos coltans au Rwanda. Mais le Rwanda, On devient le premier pays exportateur. Pour exporter, en dehors de 13%, il exporte 87% et pourtant on n'en a pas. Vous voyez? Donc c'est une question de survie. Et donc le mouvement rebelle devient un outil de sécurisation des intérêts du Rwanda au Congo. Donc on devra bien étudier tout ça. Il faut étudier tout ça. Pour comprendre les enjeux et trouver des... Et entre-temps, il faut que je termine par là. Cher monsieur le journaliste, le sommet de Dar es Salaam, croyez-moi, l'Afrique, notre continent, qui en réalité doit travailler dans une sorte d'unité politique, cette Afrique-là dégage de la haine et la jalousie vis-à-vis de certains pays, comme le Congo-Kinshasa. Et tout ce que nous avons comme richesse, compagnie, etc. Aucun pays africain ne peut nous aimer. Et nous n'avons même pas besoin des amourettes. Et donc, que ce soit... la solution ne viendra d'aucun sommet. D'aucun. Désormais, nous devons nous désengager du processus de Luanda, de Nairobi. Il faut continuer à parler. Et même nous désolidariser de toutes ces organisations sous-régionales. Il faut continuer à négocier parce que nous sommes des panafricains. C'est pourquoi je vous disais que le président de la République... Continuer à négocier dans quel cadre? Mais non, mais tous ces sommets-là, on fait partie de la SADC, on fait partie de l'EAC, on fait partie de l'Union africaine, etc. Mais vous avez remarqué qu'ils nous ont obligés de négocier avec le M23, position que Kinshasa ne soutient pas. Pour Bien Kinshasa, ce serait la ligne rouge. On n'acceptera pas un dialogue avec le terroriste. C'est les termes que les officiels de Kinshasa utilisent. Il faut nuancer, si j'ai bien lu la déclaration finale, on ne demande pas à Kinshasa de négocier avec le M23. On demande l'implication de toutes les forces, toutes les parties prenantes qui sèment la désolation dans l'est de notre pays, puissent justement participer aux discussions. Maintenant, c'est un premier pas. Alors maintenant, nous pouvons, au regard d'une analyse profonde, etc., chercher à donner de nouvelles orientations, de nouvelles pistes et discuter avec nos gens qui ont levé ces options pour dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous ne voulons pas. Mais nous ne pouvons pas arrêter de nous-mêmes, mais nous devons nous organiser pour que notre armée puisse être une armée de dissuasion. C'est très important. Et là, il faut requinquer le service de renseignement, il faut requinquer notre armée, il faut lutter contre la corruption, il faut véritablement aller dans la traçabilité des ressources minières que nous avons. Si nous pouvons combiner ces éléments de transparence, de lutte contre la corruption, je pense, surtout lorsqu'on arrange, on y met de l'intelligence militaire, on arrivera. Je vous lis le point 14 du communiqué conjoint SADC-EAC. On dit le sommet conjoint a exigé la reprise des négociations et du dialogue directement avec l'ensemble de partis étatiques et non étatiques, c'est-à-dire militaires et non militaires, y compris les M23, et c'est dans le respect du processus de Luanda et de Nairobi, lesquels processus soutient votre parti. Bien entendu. Et c'est dans ce sens-là que je disais. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ce n'est pas un piège que nous tend la SADC et l'EAC. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas d'amourette. Ils sont conscients que la guerre est en répétition dans notre pays et que tous ces mouvements rebelles ou terroristes sont organisés par la sous-région
par les puissances d'argent et ils veulent qu'on puisse discuter avec eux. Infectés au niveau de l'arrivée de la FDL, infectés au niveau du RCD, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, infectés avec CNDP. Vous vous imaginez que l'M23, c'est les soldes du CNDP. Et avec le CNDP, on a nommé 6 généraux, s'il vous plaît. Une centaine d'officiers militaires. Dans la province du Nord Kivu, 49% de forces combattantes ont été retenues. Au Nord Kivu, du CNDP. 39% au Sud Kivu. Et puis, certains n'ont pas été intégrés. Et on verra 300-600 combattants se retirent pour dire « Oh non, vous n'avez pas respecté n'est-ce pas, les résolutions, les conclusions que vous avez eues avec CNDP. Ils se sont organisés sous la houlette. Est-ce que la RDC respecte les accords avec d'autres pays, oui ou non? Bon, ce n'est pas ici qu'on va faire l'évaluation. Il faut y aller accord par accord, etc. Et on verra quel est l'état. On peut signer un accord. Certainement, il faut savoir le respecter, mais il ne faudrait pas que cela puisse endommager la République. Maintenant on refuse. On se rend finalement compte que tel ou tel accord peut endommager la République. Et à ce moment-là, on change d'échelle. Raison pour laquelle vous voyez le président de la République qui part de l'expérience antérieure avec ses prédécesseurs, qui ont signé plusieurs accords, et malgré leur volonté de signer ces accords, cela n'a toujours pas été respecté. Et il lui dit, mais comment continuer à signer les accords avec des gens, des supplétifs? Il faut aller vite discuter avec ceux qui sont à la base de la situation. Et il ne faut pas aller à l'université pour comprendre la situation du Congo, que le Rwanda, l'Ouganda sont derrière le M23 et ils sont profiteurs parce que le Rwanda gagne plus d'1 milliard de dollars dans le transit de ce qui représente le minerai tiré du Congo. Et 60% véritablement de son budget tire de cette exploitation illégale. Donc c'est une question de survie. Il ne peut pas lâcher prise. Il ne peut pas lâcher prise. Vous voyez? Mais entre-temps, il y a un relais, une ramification avec les puissances de l'argent, une identification des différents sites où il y a des mines, où il y a des groupes armés. On crée même certains groupes armés, etc. C'est ça, c'est cette complexité-là. Alors, moi, quand j'écoute les gens faire des déclarations, comme vous l'avez dit, faisant un dialogue pour faire partie telle personne, ce n'est pas véritablement cartographier. Non, j'allais dire photographier la situation pour savoir identifier qui sont les acteurs qui interviennent véritablement dans cette guerre. Comment pouvez-vous prendre une décision en direction d'un acteur et les autres acteurs sont restés pendant et que vous n'avez pas prévu quoi que ce soit sur ces acteurs? Oui, c'est de tout ça. Et cette insuffisance d'analyse stratégique ou géopolitique permet véritablement de perdurer la crise dans notre pays. Maintenant, comme chez nous, on refuse de dialoguer. Maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que même les dialogues proposés par le PERLA est rejeté par l'opposition et même par le pouvoir. Dernièrement, l'ancien ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, dont vous étiez son directeur de cabinet, a affirmé sur un média de la place que l'initiative de père spirituel n'inspire pas confiance. Elle n'est pas crédible. D'autant moins qu'ils ont de preuves d'enregistrement audio qu'ils seraient en contact avec les tireurs de ficelles. Vous savez, Gédéon, lorsqu'un problème persiste pendant autant d'années, si le problème reste toujours d'actualité, c'est que ce problème n'a pas encore trouvé une solution disponible. Alors, il faut savoir essayer. Il faut savoir essayer. Mais, écoutez, c'est à l'initiative de chaque Congolais, non? Moi, je peux proposer un plan de sortie des crises. Je suis Congolais.
Mais quelqu'un d'autre peut dire, ils ne sont pas crédibles. C'est son opinion. Alors, qu'est-ce qui va nous rassembler? C'est l'analyse des thèmes de référence. Nous voulons quoi par rapport à la proposition? Est-ce que nous trouvons notre compte? Qui sont appelés? Qui financent? Comment nous entendons faire les déroulements opérationnels? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Alors maintenant, on n'y est même pas encore là. On n'y est pas. Les gens ne sont pas en possession des thèmes de référence. Vous voyez, moi, ce que moi je conseille... Parce qu'on n'est pas en possession des termes de référence, ça laisse dire qu'ils sont en contact ou au service d'un QDAM ou de ceux qui nous agressent. Vous savez, les émotions n'ont pas donné beaucoup de solutions dans notre pays. Un homme politique... L'émotion de la part de qui? Parce que je vous rapporte le propos de l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ces propos-là, ça c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui a parlé. Il a été ministre de l'Intérieur. Il est de l'UDPS. Tout comme moi, je vous dis, de tout le temps, vous connaissez ma position sur les églises. Mais j'ai dit que on ne peut pas d'emblée rejeter quelque chose si on n'a pas encore analysé. C'est très important. Ils ont le bénéfice de doute. Certainement qu'on peut connaître beaucoup de choses de leur ce qu'ils font. Mais ils proposent une nouvelle chose. OK. Alors, ceux qui refusent le dialogue sans l'analyser, ils sont... pourquoi ils réagissent ainsi? Non, parce que les dialogues... Vous savez, Élie de PC analyse bien la chose. Dialogue. Qui font les dialogues? Qui sont partis prenantes au dialogue? Pour trouver quelle solution? On attaque... on attaque Goma. On dit non, il faut un dialogue. Oui, c'est temps unique qu'on peut surmonter toutes les difficultés et épreuves. Vraiment. Donc, vous envoyez, vous êtes dans une maison, vous avez votre femme, vous chamaillez, un voleur arrive, au lieu de le pourchasser, vous dites continuons à nous chamailler et que le voleur prenne tout. Je pense que la meilleure façon, c'est construire, n'est-ce pas, la synergie gagnante, chasser le voleur et revenir après. La synergie gagnante autour de qui? Mais le commandant des forces armées, son leadership, de plus en plus, sont remis en cause depuis la chute de Goma. Combien de fois nous avons remis en cause depuis les leaderships de Mobutu? Depuis la chute de Goma, on voit de sanctions ciblées ça et là. Aujourd'hui, c'est le responsable de la maison militaire qui est ciblé. Beaucoup de généraux qui seront bougés d'un moment à l'autre. Alors, qui va les bouger? Qui va les bouger? Le dialogue. Vous voyez? Encore qu'il faut vérifier. Je parle de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, aux affaires. Il faut vérifier tout ce que vous dites. Il ne faut pas prendre le risque de dire des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Voilà. Donc, ce que moi je peux vous dire, c'est que mettons au frigo toute émotion toxique. Écoutons les uns les autres. J'ai suivi les églises de réveil. Ils ont leur feuille de route. Les églises protestantes catholiques, ils ont leur feuille de route. Les musulmans aussi. Les musulmans ont leur feuille de route. La société civile. De manière générale, le gouvernement a sa feuille de route. L'EAC a sa feuille de route qui a été mis ensemble avec... Alors nous devons parler pour en sortir un document unique. Bien entendu. Mais alors pourquoi vous voulez décider avant cette analyse-là? Ce sont des points de vue émis par les différents groupes qui interagissent, qui sont en convergence de réflexion pour véritablement permettre à notre pays d'avancer. C'est ce manque-là de gestion émotionnelle qui tue la République. Vous voyez? Donc, il y a des enseignements en développement personnel où un homme d'État doit être en mesure de gérer.
Nous avons côtoyé le président Etienne Tshisekedi. Vous pouvez l'insulter le matin, le soir, vous venez, il vous reçoit, vous discutez. La force de caractère. La force de caractère, mais la même chose. Le président Félix Tshisekedi, sans parler de lui, vous l'insultez. Non, on a vu beaucoup d'acteurs, d'opposants politiques, d'acteurs politiques qui s'opposent à sa vision en prison pour des infractions comme outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits, des infractions répandues sous le régime. Mais alors, vous voulez... Qui a fait ça? Vous croyez vraiment que le président Félix, qui a un devoir de redevabilité vis-à-vis de son combat, vis-à-vis de tout ce qu'il a pris comme engagement, puisse envoyer quelqu'un et dire allez me prendre ces messieurs? Non. Il y a des instructions, il y a des structures de dissuasion qui peuvent être rendues opérationnelles pour prendre telle ou telle personne parce que peut-être il a fait outrage à ces Et lui, il n'en a jamais été au courant. Il peut en être au courant. Il faut donner, il faut rester vertical ou laisser la capacité d'initiative aux uns et aux autres. C'est aussi une question de vision. Alors maintenant, quand il y a certaines personnes, peut-être avec excès des ailes, posent des actes, il endosse la responsabilité. Vous voyez, c'est de tout ça. Et alors maintenant, il faut être en mesure de comprendre cela. Il faut être en mesure d'analyser cela. Comment pouvez-vous imaginer... Est-ce que la responsabilité ne lui incombe pas, puisqu'il a le devoir de se débarrasser de conseillers et véreux, des gens qui plombent sérieusement son mandat. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 Ils sont dans la cour du roi. Ça fait 30 ans, 34 ans aujourd'hui. Thomas Kanza disait au Congo, toutes les générations sont brûlées. Trop d'imposteurs moraux, des imposteurs moraux, intellectuels. Il n'y a pas beaucoup de gens intègres dans ce pays. Vous voyez? Donc... Là, vous posez la nécessité de reconstruire la société. Mais nous sommes en train de vouloir reconstruire la société. C'est pas seulement... La paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. Avec quel paradigme? Reconstruire, oui, c'est bien. Mais avec quel paradigme? Avec quel modèle? Avec quel leadership? Ça, c'est la grande question. Le modèle se construit. C'est dans des rencontres comme ça qu'on peut construire un modèle. Merci beaucoup. Tu vois? Et le leadership, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas le leader. Le leader n'est pas le leadership. Le leadership, c'est un ensemble. Il y a une nette différence. Hein. Voilà. Et donc, même vous faites partie du leadership. Un ami suisse me disait toujours, Norbert, vous savez, nous ne faisons pas partie du gouvernement, mais nous faisons partie de la gouvernance. Okay. Le gouvernement est composé des hommes et des femmes qui ont la gestion de la République. Mais nous faisons partie de la gouvernance pour influencer leurs décisions pour qu'elles soient véritablement au bénéfice de notre peuple. Merci. Et donc, si vous avez un bon gouvernement et que vous avez un peuple résigné, naïf, avec les différents secteurs sans aucune maîtrise, et à ce moment-là, ça serait un danger public et donc le pays ne va pas se redresser. Alors, si vous parlez d'un paradigme, il faut qu'il y ait un leadership qui fonctionne. Et le leadership peut se sectariser, mais il y a une construction verticale aussi. Voilà. Donc, il nous reste 5 minutes pour conclure déjà. Pendant 5 minutes, on va parler de la situation qui règne en ce moment au sein de l'Union sacrée depuis l'occupation par les agresseurs. Plusieurs ténors de l'Union sacrée sont restés taiseux. Ce matin, le média satirique Scoop RDC de notre confrère Innocent Olenga titré faisait une pique au vice-président de l'Assemblée du Sénat. Voulais-je dire, vieux Maradona, vous êtes silencieux depuis l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et vous n'avez pas annoncé les quotas des militants de l'AFDC qui doivent rejoindre les FARDC pour combattre. Et à lui de répondre, j'ai beaucoup investi à Goma et à Bukavu. J'ai peur que mes biens soient sabotés. Et puis, moi, je ne revendique pas le poste compte tenu de mon poids politique dans l'armée. Il n'y a pas de poids politique, a-t-il répondu. C'est un média satirique. C'est Scoop RDC de Innocent Olenga qui traduit les silences de ténor de l'Union sacrée, Bahati, qui est
originaire du Kivu. Il n'a toujours pas réagi. Mais quand il était question, je me rappelle récemment, du quota dans le gouvernement ou dans les institutions, il était au four et au moulin, tout fougueux. Mais là, une question existentielle du pays, il n'en parle pas. Qu'est-ce que cela vous ensemble? Il faut arrêter avec des attaques individuelles. Sincèrement, je ne sais pas, peut-être que je suis en train de rêver, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on s'arrête avec des attaques individuelles. Bon, vous parlez du président Bahati Lokwebo. Vous voulez qu'il prenne les armes pour aller se battre? Mais c'est lui qui a écrit Innocent. Il a déjà donné lui-même la réponse, non? Maintenant, on a besoin de la proposition de tous. Non, il n'y a pas surtout de quota. Surtout ceux qui sont aux affaires. Il n'y a pas de quota militaire à l'Union sacrée. Il y a un corps qui a été mis en place. Mais il est chef d'un parti politique. Il peut donner l'ordre à ses militants d'adhérer même à l'armée, comme le fait Jean-Pierre Bemba. Il est fait en quelle qualité? Non. Ne descendez pas comme ça. Jean-Pierre le fait. Coup de chapeau à Jean-Pierre. C'est vrai que chacun a son plan, chacun a son temps. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'il ne faut pas venimer la situation pour opposer les uns les autres. Parce que vraiment, quand on dit comme ça, le président de la République a besoin de tous ces gens-là pour animer la dynamique qu'il a mise en place. Si, à un moment donné, on fait tout pour qu'il puisse déconsidérer tel, en faisant, par exemple, de telles machinations, c'est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire Norbert Yamba qui a crise au sein de l'Union sacrée ou traîtrise de la part de certains ténors? Ça ne manque pas. Et c'est dommage. Des gens qui, à un moment donné, ont accepté de pouvoir guider la République ensemble. Qui, à des moments difficiles, s'écartent. Mais à un moment de bonheur, ils sont là justement dans une euphorie de jouissance. Ça, c'est pas normal. C'est le reproche qu'on adresse souvent, nous les Congolais, que nous sommes trop mercantilistes, nous sommes trop matérialistes, mais nous jouons de l'imposture pour arriver à tel ou tel avantage. Même quelqu'un qui n'accepte pas dans son cœur. Et à l'Union sacrée, ils sont légion. Mais il y a aussi des gens qui font des bruits qui ne sont pas avec nous. Donc, il faut savoir. Récemment, sous la toile, c'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui était sous le feu de la rampe. Il y a même un des communicateurs de l'UDPS qui s'en est vivement pris au speaker de la chambre basse du Parlement. On l'accuse de jouer un double jeu. Là aussi, il faut vérifier. N'entendez pas que moi, je vienne crier Vital a trahi, etc. Non, il faut vérifier. Il n'y a pas le président de la République en des services de sécurité. Il y a des services de renseignement, il y a la DGM, il y a l'ANER, il y a la police, il y a le FARDC, il y a tout. Qui sont suffisamment informés que nous. Et quand il y a complicité à l'intérieur des institutions de la République, ça sera identifié. Et les éléments seront donnés à qui de droit. Alors maintenant, si nous commençons maintenant à réfléchir, à supputer sur les individus, cherchant à pouvoir effriter la cohésion qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur des institutions de la République, à ce moment-là, ça devient un danger. Et moi, je me dis, mais on sert qui finalement? Donc, nous avons besoin aujourd'hui, vous avez parlé de Bahati, mais il est au Sénat. Il y a eu une séance qui a eu lieu, le Sénat, l'Assemblée, etc., où il devait réfléchir pour donner des données, de certaines réponses, de certaines propositions, certaines recommandations, n'est-ce pas, au chef de l'État. Ils ont soutenu le président de la République, qui est le commandant suprême, ils ont soutenu les FARDC, etc. Donc, entre nous, s'il vous plaît, vous voulez vraiment qu'ils prennent les armes pour aller se battre? Merci. Est-ce qu'ils ont été élus pour aller se battre? Ou ce sont des militaires? Mais je pense qu'ils ont Ce n'est pas ce qu'on attend d'eux, mais plutôt dans ces moments, dans ces contextes.
Non, ne soyons pas trop zaïrois. Ne fût-ce que compatir avec le compatriote, avec les déplacés de guerre qui sont dans des conditions effroyables. Ce n'est pas ça le sujet, c'était juste une question mais j'insiste parce que c'est dans la vision de beaucoup de gens et c'est comme ça que nous laissons des questions de fond et nous sommes sur des questions de forme. Et là, c'est un danger parce qu'on ne va pas avancer beaucoup. Voilà. Que préconisez-vous? La solution pour sortir de cette crise, après l'annonce du dialogue, la cohésion nationale, les cartes semblent se redéfinir autrement sur l'échiquier politique, diplomatique et même politique. Que devons-nous faire concrètement et les décisions urgentes qu'on peut prendre maintenant pour sauver les meubles? En une minute, ce sera aussi votre mot de la fin. Non, il faut identifier, il faut réorganiser l'armée. Parce que c'est notre corps, c'est notre branche pour maintenir la sécurité, l'ordre, la protection et la défense. On a besoin d'avoir une armée dissuasive. Il faut la requinquer, il faut l'équiper, il faut la former, etc. Et c'est très important. Mais en dehors de l'armée, il faut continuer la diplomatie. La diplomatie, c'est donc une technique qui permet véritablement de dégonfler des tensions. Et on a besoin d'avoir de vrais escrocs d'État pour assumer des grandes responsabilités au niveau diplomatique. Et personne, on ne va pas s'improviser diplomate. C'est très important parce qu'il y a des gens qui prennent la parole à la place des diplomates. Or, il y a 2 diplomates importants dans notre pays. Il y a le président de la République, il y a le ministre d'État des Affaires étrangères, etc. C'est très important parce que je peux parler au nom du président. Mais il faudrait que j'ai la compétence nécessaire pour le faire. Parce qu'il y a tout un langage. Beaucoup disent que les diplomates sont des hypocrites. Mais quand vous faites quelque chose sans hypocrisie, etc., c'est que vous n'êtes pas rodé. Vous n'êtes pas initié. Il faut arrêter ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut très concrètement que tous les Congolais comprennent qu'on est agressés aujourd'hui. Et que nous avons intérêt à être ensemble. Et que nous n'avons pas à mettre à nu nos différences, nos querelles, etc. Une armée divisée n'égale jamais la guerre. Troisième chose, c'est avoir moins d'émotions autour des initiatives qui sont prises dans le sens de pouvoir dédramatiser la situation. La première initiative, ce sont des prêtres et les pasteurs protestants. Il faut leur donner la chance. Ils ont rencontré les chefs, ils sont en train de discuter. Ils n'ont pas encore fait la synthèse des contacts qu'ils ont. J'ai vu, ils ont même vu un jeune politique, etc., qui a refusé ce qu'ils ont proposé. Bientôt, on saura qu'est-ce qu'ils doivent faire, ou alors, sur base des suggestions, etc., ils vont remodeler, ils vont rectifier leur projet pour que cela soit adapté aux différentes suggestions qu'ils ont reçues. Et quatrièmement, je pense que chaque laboratoire travaille pour donner des inputs. C'est ce que nous appelons des données empiriques qui doivent être travaillées par les instances de la République au lieu de faire des déclarations, des conférences de presse inutiles qui n'apportent pas grand-chose, mais qui s'attaquent seulement à une seule personne, fut-il chef de l'État, pour dire « Oh, il n'a pas maintenu la paix, oh, il n'a pas maintenu la politique, oh, il n'a. » Ça s'appelle la paresse à l'intérieur. C'est un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Il faut qu'on s'arrête là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Norbert Yamba Chikou, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était une journée pluvieuse, mais vous avez bravé la pluie et l'état impraticable de nos routes pour répondre présent. Nous vous en remercions énormément. Merci à vous tous que nous avez regardés à travers le pays et même sur le continent. Nous vous disons merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons dans un autre numéro un peu plus prochainement avec la même dose de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir chez vous.